Salut à tous, c'est Superfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 22 du Manso Catch, une édition qui fera la part belle à Crown Jewel, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu samedi prochain, à un horaire particulier forcément, hein, Arabie Saoudite oblige, on en reparlera juste après. Mais tout d'abord, je vous présente déjà le sommaire de ce morceau catch qui va être assez léger. Le voici donc avec donc les pronostics de Crown Jewel, tout simplement, et comme d'habitude, pour terminer, le top 5 des matchs du mois écoulé, de tout ce que j'ai préféré. Il y a encore eu pas mal de matchs intéressants à voir. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Voilà, donc on va commencer par donc la première partie, à savoir les pronostics de Crown Jewel. Je vais déjà vous présenter le poster, qui est censé donc être le poster officiel. Voici le poster. Alors je sais qu'il y en avait eu un autre qui avait été montré aussi, plus sous format, bande dessinée, qui était pas mal du tout. Mais l'officiel, hein, celui qui est censé être officiel, c'est celui-ci, donc tout en hauteur, où il n'y a pas trop de surprises, puisque tous les visages que l'on voit sont là pour le coup des visages de catcheurs qui seront tous présents durant le show. Il y a des moments où des posters ne montrent pas toujours des gens qui seront présents. Et là, ce sera le cas pour tout le monde. Voilà, il est plutôt joli, tout en hauteur. Ouais, ça fait très affiche de film, je trouve. Mais en tout cas, voilà, je le trouve pas mal. Alors, donc déjà, il y a 7 matchs qui ont été annoncés. Je pense que potentiellement, ce sera la carte finale. On sait que Triple H n'en met pas non plus des tartines, des matchs. Là, c'est un show, je dirais, un petit peu prestigieux, qui peut peut-être aller à 8, éventuellement. Là, on est né à 4 matchs du côté de SmackDown, 3 matchs du côté de Raw. Est-ce qu'il va y avoir un quatrième match de côté SmackDown, titre intercontinental? Je vois pas pour l'instant d'adversaire établi de challenger établi pour Gunther, donc je ne vois pas de changement de ce côté-là. Je ne vois pas de match pour le championnat intercontinental. Là, non, je vois pas vraiment de match qui pourrait être ajouté, donc je pense qu'on va en rester là. Donc on va directement évoquer les 7 matchs donc qui ont été pour l'instant annoncés. On va commencer, alors on va aller à plus ou moins par ordre d'importance. On va commencer déjà par le premier match, à savoir John Cena contre Solo Sikoa. Donc c'était un match que, enfin moi personnellement, que j'ai senti venir, parce qu'il y a eu quand même quelques interactions entre les deux, et je voyais bien ce match être annoncé pour Crown Jewel, d'autant plus que ça faisait un petit moment qu'on disait, en tout cas qu'il se le disait, que John Cena serait présent en Arabie Saoudite. Donc après ça dépendait forcément de la situation au niveau de la grève des scénaristes. Donc pour l'instant, il est encore là avec les VVE, mais je pense que ça arrive sur la fin. Et pourquoi ce match? Tout simplement parce que il a fait une promo. Alors, il en a fait des tonnes. Déjà la semaine dernière, il avait dit mine de rien, ça fait quand même 2000 jours. Donc en gros depuis 5 ans et demi que j'ai pas gagné un match en solo, sans jeu de mots. Et effectivement, j'avais vérifié, c'était contre Triple H au Greatest Royal Rumble, donc déjà en Arabie Saoudite, d'ailleurs. Tiens, comme par hasard. C'était en avril 2018, donc effectivement 5 ans et demi, donc ça fait long, de plus de 2000 jours. Et il avait aussi envie d'effacer ça, quoi. Et puis là, le dernier SmackDown, ils l'ont présenté comme ça, donc je pense que ça avait dû être déjà annoncé avant sur les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, moi je n'avais pas regardé. Et donc moi je regarde SmackDown et puis tout à coup, ah ok, bon on nous le balance comme ça. Donc effectivement, voilà, Cena contre Sikoa. Voilà, au moins les choses sont claires. Ça va être un gros test, un peu pour les deux d'ailleurs, à la fois pour Cena qui a besoin de se rassurer, de montrer qu'il en a encore un petit peu sous le capot quand même, et Sikoa qui, lui, il va être le jeune dans l'histoire, qui va aussi devoir aussi faire ses preuves face à celui que là la VVE aime considérer comme le GOAT. Bon, voilà, c'est un peu leur délire actuel. Voilà, donc les deux peuvent s'apporter mutuellement, j'ai envie de dire.
En tout cas, c'est une affiche, ça c'est sûr elle est inédite, hein, elle est fraîche. Ça a le prestige de Crown Jewel, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, bon, in-ring, moi je suis pas emballé. C'est pas le match qui va forcément être un banger absolu, et je ne vois même pas comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà, je dirais, du 3,5. S'ils arrivent à aller au-delà du 3,5, eh ben franchement, je dirais chapeau. Mais à mon avis, je pense que je vais être autour du 3, 3 et quart et 3,5 si je suis généreux. Je crois qu'on n'ira pas au-delà. Parce que là, bon, là, franchement, on n'est pas sur deux excellents catcheurs, hein. Faut quand même le reconnaître, hein. Enfin, d'un point de vue in-ring pur. Donc là, je vais pas. C'est pas un match forcément qui va m'enthousiasmer. Et là, bon, bah, avant-hier, dans le dernier SmackDown, Paul Heyman est venu, hein, voir John Cena qui est en train de chialer, hein, à nouveau pour dire ah, bah là, pour la première fois en 20 ans de carrière, j'ai peur d'avoir perdu votre soutien en parlant du public. Euh, voilà, évidemment, le public réagit derrière. You still got it. Voilà, donc il doute de lui. Il en fait des tonnes, hein, comme d'habitude. C'est du drama. Et voilà, il a besoin de se rassurer avec cette victoire. Il se demande s'il peut le faire encore, s'il a ce qu'il faut. Et bah, derrière, hein, Paul Heyman qui était en train de parler à Cena, hein, qui parle d'un match que Cena ne peut pas gagner. Et derrière, Siko en profite pour l'attaquer dans le dos, lui porter un spinning solo et un Samoan Spike. Voilà, donc c'est Sikoa qui ressort fort du segment, hein, et Cena en difficulté. Je ne sais pas s'il y aura. Alors on sait que le SmackDown juste de la veille du Crown Jewel a été déjà enregistré, hein, donc il y a des spoilers qui sont déjà disponibles. Donc moi je les regarderai pas, hein. Je vais pas me faire spoiler. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un dernier truc avec Cena, avec Sikoa. En tout cas, là où on a laissé les choses, c'est Cena qui est je dirais, en difficulté. Ça peut aider un petit peu pour le pronostic, mais même sans prendre en compte ça, moi mon pronostic il va quand même aller vers Cena. Ça peut surprendre parce que bon, on se dit voilà, il a pas besoin de cette victoire. Sikoa c'est le jeune, c'est lui qu'il faut mettre en avant. C'est une machine de guerre quand même qui a eu des défaites, hein, mais des défaites quand même relativement espacées, et qui avaient du sens, on va dire, parce que c'était des défaites contre des mecs en général qui étaient amenés à affronter Reigns, hein. Je pense notamment bah, dernièrement à LA Knight, hein. Donc c'était quand même voilà, c'est toujours des défaites qui ont quand même du sens. Et Cody Rhodes, hein, juste avant WrestleMania, hein. Donc ça avait du sens. Donc c'est quand même pas quelqu'un qui perd souvent, Sikoa, donc qui est plutôt relativement bien booké, je dirais. Et, a priori, on se dirait, bon, bah, là, Cena, il affronte pas Reigns, donc il y a pas de raison, en fait, euh, de, de faire perdre Sikoa. Et en fait, non, là, j'inverserai les choses, parce que tout simplement, bah, c'est ce qu'il dit, ces fameux 2000 jours, sans victoire, en un contre un. Donc, je dirais, rien que pour ça, c'est déjà l'argument clé, quoi. Ils vont la lui donner cette victoire. Voilà, c'est un petit cadeau seulement. Juste une petite victoire cadeau, et pour qu'on arrête de parler de ça, en fait, qu'on arrête de parler de ces 2000 jours sans victoire, pour éviter éventuellement les moqueries, hein, et se dire que le gars est fini, quoi. Non, justement, faut pas qu'on s'arrête là-dessus, et donc on va rétablir les choses. Et voilà, Arabie Saoudite, il y aura du public, il y aura du soutien, et il aura sa petite victoire. Et puis on arrêtera de parler de ça, quoi, de cette losing streak, quoi, en solo en tout cas. Voilà, pour moi c'est l'argument qui suffira à dire que Cena va gagner, quoi. Alors bon bah en général, de toute façon, on essaie de protéger, hein. Quand Sikoa doit perdre un match, on essaie de protéger. Donc une distraction, voilà, ça sera pas compliqué à faire, hein. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Donc pour protéger Sikoa dans la défaite, il va falloir, je pense, qu'il y ait une intervention, donc soit du Eman, soit du Jimmy Uso. Je pense que ça va tourner autour de ça, et que il peut y avoir une petite misco. Enfin, il y a vraiment des tas de façons de protéger, mais en tout cas, il y aura, je pense, un élément extérieur, hein, donc Jimmy, je pense, ou peut-être Paul Heyman, enfin, peut-être plus vraisemblablement Jimmy, qui fera peut-être une petite boulette, et qui va permettre à Cena d'en profiter derrière,
avec son double A, quoi, son attitude adjustment, je pense, pour aller terminer le match. Je le vois pas gagner sur un STF. Non, il faudrait pas faire abandonner Sikoa, ce serait nul. Donc je ne vois que le double A pour s'imposer. Donc voilà, et puis comme ça on arrêtera avec toutes ces jérémiades autour de la losing streak de Cena. Donc voilà, c'est une petite victoire feel good moment, ce qui pourrait éventuellement faire l'opener d'ailleurs, hein, même si c'est pas un match qui va être très très, très très qualitatif, hein, d'un point de vue in-ring. Mais voilà, il y a le star power avec Cena, ça c'est clair. Allez, maintenant on va passer au match suivant. Cody Rhodes contre Damien Priest, donc c'est un match qui a été officialisé cette semaine à Raw, qui n'était pas voilà forcément un match qu'on aurait pu attendre, même si bon bah forcément c'est deux hommes maintenant qui sont des réguliers, des habitués maintenant des derniers PLE, hein, c'est normal. Donc on pouvait se dire qu'ils pouvaient quand même avoir un rôle à jouer. Bah, le dernier Raw, il avait été ouvert par Balor et Priest, hein, qui donc avait récupéré les titres tag. Aux mains bah, justement de Cody et de Jey Uso, ce qui me permettait un petit peu plus du coup de me rassurer, de me comprendre un peu plus pour du coup cette défaite contre la Fastlane qui m'avait beaucoup surpris. Donc là, on a rétabli les choses finalement. Là, cette fois-ci, pour moi, c'était normal de récupérer ces titres parce que il fallait pas qu'ils les perdent. Finalement, je comprends un peu mieux ce qu'ils ont voulu faire avec cette prise de titre à Fastlane, un peu surprise. C'était, je pense que du coup dans le but que Jimmy Uso soit celui qui soit responsable de la nouvelle perte cette fois-ci de la part de Cody et Jay, toujours à nouveau hein, dans la perspective du prochain War Games, hein, de toujours mettre des tensions sur dire les clans entre guillemets qui sont en train de se former hein, d'un côté et de l'autre. Je pense que c'était surtout pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Et donc là on récupère donc déjà les titres, donc faudrait quand même pas non plus qu'il y ait trop que ça fasse trop la patate chaude hein, ces titres tag. En tout cas voilà, donc ils ont récupéré les titres, ils s'en sont vantés évidemment à Raw pour commencer le show. Et Cody est arrivé assez rapidement hein, pour interrompre les deux. Et donc il y a eu ce face à face entre Cody et Priest. Et bah, Cody, lui, il avait envie d'en découdre hein, avec Priest, parce qu'il lui a dit qu'il lui avait porté un low blow, donc il l'a pas oublié. Et Priest, il lui dit oui, mais attention, n'oublie pas que moi j'ai un match contre Jay ce soir, hein, effectivement dans le main event d'Euro. Donc je lui dis, bah, il lui propose du coup de faire ça ailleurs, et donc bah, il lui propose un match à Crown Jewel, voilà, tout simplement. Et évidemment, Cody, lui, il accepte. Hein. Le courageux Cody, hein, évidemment, il accepte. Du coup, bah, ça a commencé à s'envenimer, hein, puisque Dominique et Rhea Ripley sont arrivés. Jey Uso est arrivé par derrière pour s'attaquer à Dominique. Ça a été un peu le bordel. Cody, lui, il a balancé Priest. Il a voulu le balancer contre la tête des commentateurs. Sauf que derrière, il y a JD McDonough qu'on n'avait pas vu à ce moment-là, qui est arrivé par derrière avec un petit coup derrière la jambe. Et derrière, ça a été l'assaut hein, avec Priest qui a pris une chaise et qui a écrasé la cheville de Cody contre les escaliers d'acier. Et du coup, ça a un segment blessure, on va dire, qui a écarté Cody pendant toute la durée de Raw. Hein. Je pensais même qu'on n'allait pas le revoir. Et finalement, on le verra à la fin du show, donc, puisque dans le match entre Jay et Priest, où Jay était sur le point de gagner, mais finalement, il y a eu une intervention de Balor. Et là-dessus, victoire de Priest qui en a profité derrière hein, avec cette distraction de Balor avec son Staff of Heaven. Et du coup il y a un beatdown sur Jey Uso à deux contre un. Et puis bah, Cody le courageux le héros Cody en chaussettes, enfin on va dire avec son attelle à la cheville qui arrive en boitant et qui se débarrasse de Balor quand même, qui arrive sur le ring, qui arrive à foutre à terre Priest, enfin qui s'attaque à lui. Et Cody lui met une chaise autour de la cheville hein, pour essayer de se venger. Hein. Alors, eye for an eye. Enfin là c'est plutôt cheville pour cheville. Bah, Balor arrive à le tirer à l'extérieur. Donc Cody n'arrive pas finalement à se venger. C'est comme ça que s'est terminé le dernier Raw. Voilà pour le build-up. Hein. Donc il y aura peut-être encore des derniers éléments lors du prochain Raw. On verra qui va en ressortir fort. Pour le pronostic, bah, je trouve que c'est peut-être même je dirais le match le plus difficile à pronostiquer parce que je pense que les deux pourraient gagner ce match.
et que les deux auraient des raisons de gagner, parce que déjà Priest pourrait gagner parce que c'est un futur champion du monde. En tout cas, on connaît les stats, elles sont généralement très favorables aux porteurs de mallettes. Et puis avec Triple H, je pense que Triple H pas du tout, ce sera pas du tout le genre je dirais, à faire foirer un cash-in. Ça a déjà été le prouvé donc avec Io Sky et Priest, pareil. Hein, je pense que voilà, quand il donne la prime, veut dire aux vainqueurs du Money in the Bank, c'est parce que ce sont des personnes qu'il apprécie et qu'il a envie de mettre en avant. Io Sky et Damien Priest en font partie et c'est pour qu'ils aillent au bout, quoi. C'est pour qu'ils aient le titre. Hein. C'est une vraie récompense. Donc ça va être sûrement un cash-in réussi pour Priest. Reste à savoir quand. Donc voilà, c'est donc un probable futur champion du monde. Et donc perdre comme ça en un contre un, certes contre Cody, qui est quand même aussi quelqu'un qui gagne beaucoup de matchs, mais un Cody qui sera peut-être potentiellement qui sera peut-être du coup amoindri, hein, par cette blessure à la cheville. Hein. On verra comment ça va être raconté pendant le match. Est-ce qu'il aura encore mal, est-ce qu'il va être un peu boitillant, ou est-ce qu'il aura récupéré d'ici là lors du prochain Raw. Et peut-être que ce sera Priest, hein, qui va cette fois-ci manger aussi, qui va finalement être aussi blessé un petit peu par Cody, et que du coup on va se retrouver avec deux éclopés dans le ring. Hein. C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, donc Priest aura effectivement des raisons de s'imposer. Et de l'autre côté, bah, Cody aussi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et bah, moi je vais quand même partir du côté face, du côté de la victoire de Cody. Bah, parce que déjà j'ai pas beaucoup de victoires face dans mes pronostics déjà, dans ce pay-per-view. Et donc je pense aussi un petit peu à un peu équilibrer les choses, même si bon, on l'a vu dans le dernier Fastlane, c'était quand même très 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 porté sur des victoires face. Mais peut-être que justement il y aura un peu le revers de la médaille à Crown Jewel, hein, que ce sera beaucoup plus un pay-per-view à hit. Mais je suis parti quand même davantage sur Cody, pour qu'il y ait quand même un petit peu de victoire face, parce que sinon, parce que oui, tout simplement, Cody, il nous sort sa partition classique du héros, quoi, du héros à l'américaine. Là, il nous refait le coup de Brock Lesnar, hein, Brock Lesnar avec son bras blessé, mais le gars revient, il n'a pas peur, quoi. Il fait face à l'adversité, malgré les difficultés, et il arrive à s'imposer au final. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve encore ce canevas, et Cody qui va, voilà, malgré cette douleur, va réussir encore à s'imposer. Alors moi, ça m'emmerde. Si c'est ça qui arrive, ça m'emmerde un peu parce que effectivement, Priest, c'est un futur champion du monde et il va falloir le protéger dans la défaite, hein, si ça doit arriver. J'espère. Si ça doit arriver, il faut que ça soit protégé, parce qu'il faudrait pas qu'il perde clean. Ça m'emmerderait vraiment. Surtout si Cody est présenté comme affaibli pendant le match. Ça serait pire. Ça serait la pire des choses. Une défaite clean de Priest face à un Cody qui serait en plus, je dirais, affaibli, ou en tout cas présenté comme affaibli. Là, pour moi, ça serait la pire des choses à faire. Donc, à minima, s'il faut faire perdre Priest, je préférerais que ce soit protégé, quoi. Alors, ça peut être un peu comme ce que je disais juste avant avec Sikoa, avec peut-être un peu de friture sur la ligne, hein, avec JD McDonough qui va encore faire une boulette, Balor ou quelque chose comme ça. Là, on a l'impression que c'est beaucoup plus JD McDonough, hein, qui commet les boulettes. Et puis, comme je vous disais, enfin, avec Fastlane, on voit pour les pronostics, c'est compliqué. Hein, tout ce qui tourne autour du Judgment Day, on a l'impression que c'est toujours l'inverse de ce qu'ils nous présentent. Quand les choses paraissent aller bien, eh ben on les fait perdre avec une boulette, et puis quand les choses paraissent aller mal, ah bah finalement là il y a l'unité qui est retrouvée et il s'impose. Donc c'est un peu compliqué là. Donc en fait finalement je me demande s'il faut pas attendre le dernier Raw et voir en quelle situation se situe, je dirais, le Judgment Day, voir s'ils sont plus en situation de panique, de difficulté, ou plus dans la confiance, et ça sera peut-être ce qui va déterminer le résultat du match, quoi. Donc moi je vais partir sur Cody, donc ce qui devrait signifier qu'il va être plus en position de confiance lundi, ce qui est tout à fait envisageable, hein, puisque là ils ont quand même les titres, hein, ils ont récupéré les ceintures. Dominique aussi, il a aussi son titre nord-américain qu'il a récupéré, même si là il va le défendre mardi, hein, contre Nathan Fraser.
Et je le vois pas perdre Dominique, mais bon, on sait jamais, hein. Il y a eu des petites surprises quand même lors du dernier Halloween Havoc, mais je pense que Dominique va rester champion pour qu'on ait à nouveau, enfin qu'on ait toujours cette situation avec le Judgment Day entièrement paré d'or, donc je pense que c'est ce qu'on devrait avoir encore à Crown Jewel. C'est pour moi plus une situation donc de confiance pour le Judgment Day lundi, les ceintures et un Cody justement amoindri. Donc pour eux, c'est tout gagné, quoi, pratiquement tout gagné. Donc c'est ce qui est aussi une raison, j'irais un motif pour plus me faire aller du côté de Cody, qui sera plus en difficulté et qui va devoir surmonter l'adversité. Et à nouveau, hein, encore aussi une possibilité assez importante d'overbooking, et puis avec un Jey Uso, à mon avis, qui pourrait aussi intervenir, surtout si le Judgment Day se pointe, ce qui devrait aussi, à mon avis, arriver, avec au moins Dominique, peut-être JD McDonough, et voire Rhea Ripley, mais ça dépendra de son match. Je suis pas sûr qu'on la verra intervenir à ce moment-là, mais on a quand même déjà Dominique, on a déjà JD McDonough pour faire ça, et puis Finn Balor, évidemment, faut pas oublier. Donc il faudra quand même un peu de renfort, et bah builder le prochain Survivor Series, donc le Wargames qui semble a priori être prévu, hein, en tout cas du côté masculin. Côté féminin, j'ai pas l'impression qu'on va le faire, mais en tout cas côté masculin, ça l'a bien parti, et donc il faut continuer à builder ça, et donc je pense qu'il va falloir un peu de monde autour. Il va falloir que ça se castagne un petit peu. Alors il n'y aura pas de DQ, hein, je pense pas, hein, ils le feront pas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, Sami Zayn pourrait aussi venir avec Jey Uso, hein, pour qu'il y ait un petit peu un petit peu de monde pour aussi équilibrer les forces, et peut-être même Kevin Owens, même si Kevin Owens, j'ai l'impression que là on l'écarte un petit peu de cette histoire, puisque là on le voit plus dans la mid card, mais tourné là on l'a vu avec Grayson Waller, avec Austin Theory, il a croisé Logan Paul, donc là j'ai l'impression qu'on l'éloigne un petit peu de toutes ces histoires du Judgment Day et même de la Bloodline. Donc là, à l'heure actuelle, j'écarterais même Kevin Owens du Wargames, s'il avait bien lieu, hein. J'ai l'impression qu'il y sera pas, mais il y aura d'autres candidats, hein, on verra. Il y aura, je pense, pas mal de grabuge à l'extérieur. Ça va se bagarrer, comme ça permet de builder encore plus le Wargames, et derrière, ça peut profiter à Cody pour donc s'imposer. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que je partirais plus du côté de Cody, même si ça me ferait chier quand même, et que je serais pas mécontent aussi que Priest gagne, en tout cas par rapport à son momentum, voilà, tout simplement. Donc on verra, mais en tout cas ce match me paraît très incertain en termes de résultats, mais en tout cas ça va pas être clean cette affaire. Je vois pas quelque chose de vraiment vraiment clean au niveau du résultat. Mais en tout cas, je pense que la façon dont ça sera amené à Raw, là, le dernier Raw, voir qui va avoir l'avantage psychologique, ça va, je pense aussi pas mal aider peut-être à établir un pronostic, et puis voir aussi dans quel état physique sera Cody, parce que si on a un Cody à nouveau blessé, vraiment amoindri, toujours boitillant, là je pense qu'on va vraiment partir vers sa victoire, voilà, pour qu'il ait sa revanche, quoi. Allez, on va passer au match suivant. Logan Paul contre Rey Mysterio pour le titre US. Voilà, bon, effectivement, on avait entendu parler de Logan Paul qui avait, après avoir gagné son combat de boxe, là, qui avait carrément défié Rey Mysterio. Pas plus compliqué que ça. Mysterio avait répondu, hein, donc lui, ça lui posait pas de problème. Les deux se sont confrontés dernièrement. Rey Mysterio aussi qui avait aussi évoqué, qui avait fait une petite comparaison entre Logan Paul et son fils, hein, le côté un peu arrogant, quoi, qu'il faudrait un peu remettre à sa place, pour un peu lui botter les fesses. Voilà, voilà, quelques échanges d'amabilité assez classiques. Et puis bah, là, on l'a vu lors du dernier SmackDown, hein, il y avait le match tag entre les Street Profits, Carlito et Santos Escobar. On voyait Mysterio qui est en train de regarder le match en coulisses, et puis s'est fait attaquer par Logan Paul avec son One Lucky Punch, hein, sa fameuse droite dévastatrice. Donc voilà, il y avait donc encore des petits éléments de build-up. Et c'était aussi intéressant de voir à Raw la rencontre entre Dominique et Logan Paul. Là, alors la hit, alors les deux déjà, ouais. Déjà que les deux, chacun de leur côté, sont des grosses machines à hit, mais alors quand les deux se rencontrent, là c'est la bronca totale, hein. Alors même si c'est de la boîte à son, hein, ça c'est évident, on l'entend bien, mais ça fonctionne bien en termes de hit en tout cas, et forcément c'était aussi une rencontre à faire. Et ce qui était aussi intéressant, c'était que Logan Paul ait ramené Samantha Irvin, donc la fiancée de Ricochet, aussi sur le ring, pour rappeler ce qui s'était passé avant SummerSlam, hein, enfin, ou même à SummerSlam,
lorsqu'il avait dit ah ouais, tu m'annonceras comme vainqueur et et c'est ce qui est arrivé, hein, on s'en souvient et il l'a rappelé. Il voulait déjà qu'elle l'annonce comme futur, enfin comme nouveau, new United States Champion. Elle l'a pas fait. Ricochet est arrivé derrière. Il s'en est pris à Logan Paul. Et alors c'est marrant parce que je vous promets que s'il n'y avait pas eu cet angle, j'en aurais parlé quand même, puisque lors du pronostic, parce que justement, on va faire comme si ce segment de Ricochet et de Samantha Irvin de Logan Paul n'avait pas eu lieu. J'aurais quand même fait exactement le même constat, c'est-à-dire que pour moi, ça va être la victoire de Logan Paul. Déjà parce que Mysterio, déjà, il avait pas besoin de ce titre à la base. Bon, je trouve que c'était pas la peine. Hall of Famer, donc c'est quelqu'un qui déjà voilà une carrière qu'on ne raconte plus. Il n'y a plus besoin voilà de la refaire. Il a tout fait. Il y a plus besoin de ceinture actuellement quoi. Et faut pas qu'il la garde trop longtemps. Et ça c'était je dirais une première chose. Et seconde chose, je pense bah, c'est toujours pareil par rapport à la notoriété de Logan Paul, hein, quoi qu'on pense du bonhomme, c'est ça fera parler, ça fera du buzz d'avoir un Logan Paul qui détient le titre des États-Unis, en plus de la WWE, donc tout un symbole, le titre de toute une nation dans une compagnie quand même très je dirais, connue et très exposée. Avoir un Logan Paul avec le titre, ça fera parler, forcément. Parce que ce sera quand même le visage, en quelque sorte, du pays, quoi. Ça fera parler, donc ça sera vendeur, quoi qu'il en soit. Ça fera parler dans les journaux, ça fera parler sur les sites internet, dans les différents sites de news, ça fera parler sur les réseaux sociaux. Enfin bref, ça fera un buzz pas possible. Donc ça sera pour moi, ça sera de la bonne rage, comme on dit, de la bonne hit. Bah, mon argument, donc même si ce segment n'avait pas eu lieu à Raw, pour moi justement, c'était Ricochet. C'est ça qui est dingue. Donc quand j'ai vu ce segment avec Samantha et Ricochet, c'était du pain béni, parce que pour moi c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'était exactement ce qui correspondait à mon scénario, c'est-à-dire je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de suite au match de SummerSlam, qui s'était quand même vraiment pas fini clean avec cet assistant là, ce mec de l'entourage de Logan Paul qui avait donné un coup de poing américain et enfin un point américain et il s'est imposé comme ça Logan Paul et c'était une fin hit pour SummerSlam et derrière il y a jamais eu de il y a jamais eu rien d'autre quoi derrière hein. Voilà Logan Paul en avait un petit peu parlé mais pardon, Ricochet en avait un petit peu parlé juste après. Mais après, bon, il a eu du mal à encaisser ça. Mais voilà, on est passé à autre chose, quoi. Et bon, Logan Paul, on le voyait moins, forcément, hein, parce que c'est plutôt un part-timer. Et donc, moi, mon scénario, c'était justement de faire gagner Logan Paul pour qu'il prenne le titre US. Et puis pour avoir cette fameuse revanche, parce que moi je pense qu'on va l'avoir cette revanche entre Paul et Ricochet, parce que je trouvais ça étonnant de faire juste un one shot comme ça, en plus en finissant le match pas clean du tout, pour s'arrêter là. Je pense que ça fait partie, je dirais, des constructions classiques de la WWE qui aiment bien faire une histoire au long cours, qui généralement, enfin souvent, ça arrive comme ça, démarre à SummerSlam pour se terminer au WrestleMania de l'année suivante, quoi. Donc en gros, 8 mois de construction sur un peu une longue histoire et qui va où il y a une espèce de rédemption, de route. Belair l'a connu, hein, Belair aussi quand elle a perdu contre Becky Lynch en quelques secondes et qui a longtemps lutté pour récupérer ce titre. Donc ça, c'était un peu la même chose et je vois ça un peu comme ça, c'est-à-dire ce sera l'histoire SummerSlam Mania, ça sera l'histoire des 8 mois, finalement de la fameuse revanche de Ricochet qui aura mis beaucoup de temps à intervenir, mais cette fois-ci, je pense qu'on est lancé pour le faire, et donc ça sera le but pour moi, c'est que Logan Paul prenne le titre US, et à ce moment-là, voilà, on va planter quelques graines, bien sûr. Il y aura le Rumble qui va aussi permettre aussi peut-être hein, s'il y a une interaction au Rumble entre Ricochet et Logan Paul, comme d'ailleurs au Rumble de cette année, hein, on s'en souvient. Une nouvelle interaction, encore peut-être un spot de malade ou quelque chose comme ça. Et on continue, on met notre graine et puis on va aller jusqu'à Mania. Et cette fois-ci, on aura finalement le couronnement, hein, enfin la très très belle récompense avec Ricochet qui va prendre le titre US aux mains de Logan Paul pour avoir un feel good moment et
un cadeau. Enfin un cadeau pour Ricochet qui va avoir une belle victoire et surtout une prise de titre dans un show majeur. Parce que Mania 40, c'est pas rien. Donc ça sera un super cadeau. Et c'était mon scénario. Moi je le voyais exactement comme ça. Donc pour moi c'est parfait. C'est parfait d'avoir ressorti Samantha dans l'histoire et donc Ricochet qui s'en est pris à lui à Logan Paul juste derrière. Donc pour moi c'est très bien comme ça. Et donc ça me conforte dans l'idée que Logan Paul va et même doit prendre ce titre US dont Rey Mysterio n'a absolument pas besoin. Donc Logan Paul qui se baladera avec cette ceinture. Il pourra venir de temps à autre, hein. Il n'a pas forcément besoin d'être là tout le temps, hein, de toute façon Logan Paul. Mais il fera les petites défenses de titre qui seront nécessaires. Voilà, ça peut être au Rumble, ça peut être à l'Elimination Chamber en Australie. Et voilà, ça fera le café, je pense. Ça fera le café. Il n'y a pas forcément besoin qu'il soit là tout le temps. Donc le titre S, il le montrera de temps à autre. Et puis il y aura ce programme avec Ricochet. Je pense qu'il faudra terminer à Mania. Voilà comment je vois un peu les choses à venir. Et donc pour moi, victoire de Logan Paul. Le match peut être bon. Hein. Le match peut être bon. Hein, maintenant. On l'a assez dit, hein, maintenant Logan Paul, hein, il nous a prouvé maintenant à maintes reprises qu'il était quelqu'un de fiable, hein, maintenant dans un ring, capable de faire le spectacle. Puis bon, Mysterio, on présente plus Mysterio, c'est même à son âge, hein, il est encore largement capable de faire de belles choses. Et on aura en tout cas une grosse différence de gabarit aussi, hein, parce que Logan Paul, mine de rien, il est assez grand. Face à ce petit Mysterio, il y aura de la hit, hein, voilà, on aura je pense à Logan Paul assez arrogant. Voilà, qui va un peu se moquer de Mysterio, forcément, il y aura des choses comme ça, peut-être se moquer de sa taille, essayer de le singer, de faire peut-être du Eddie Guerrero, les Free Amigos, ça c'est sûr, je le vois tout à fait faire les Free Amigos, ça il va le faire, ça je le vois bien le faire. Et puis bon, on se souvient quand même qu'il a affronté il les a déjà affrontés, hein, le père et le fils, il l'a rappelé d'ailleurs. Hein. Pour ses débuts, il avait affronté les Mysterio avec le Miz, hein, et ils avaient gagné. Donc il les connaît, donc il peut nous refaire le coup du troll aussi avec les Free Amigos, ce genre de choses, ou peut-être un Frog Splash. Voilà, ça c'est tout à fait le genre de la maison. Et pour moi, victoire de Logan Paul avec de la hit, peut-être un coup de poing américain ou encore peut-être une aide extérieure, on verra. Et puis bon, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais bon, quand on voit le show spécial qu'il y a eu, enfin le show de boxe qu'il y a eu hier, avec le fameux match entre Ngannou et Fury, c'était en Arabie Saoudite, une semaine avant Crown Jewel. Tiens, comme par hasard, et qui était présent, notamment Vince McMahon et Undertaker. Hein, rien que ça. Même Cristiano Ronaldo, hein, ça tombe bien, on en parlait aussi. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de sa présence à Crown Jewel. Est-ce qu'on verra Cristiano Ronaldo Ça, c'est pas impossible, hein, si ça se trouve. Et si Taker, et si Vince n'était pas là, présent à ce show, alors évidemment, assister à ce show, mais peut-être aussi, faire quelques tractations, hein, voilà, pour ramener quelqu'un. Tyson Fury, on l'a déjà vu. Il pourrait peut-être aussi se ramener. Et si Tyson Fury venait aider Logan Paul, on sait jamais, pour la hit, à nouveau, faire perdre Mysterio, on sait jamais, ils sont capables de le faire. Ngannou, j'y crois moins, je vois moins faire ça. Je le vois moins se balader comme ça. Cristiano, ça serait drôle, mais bon, on va pas l'avoir impliqué dans une storyline quand même pas, faut pas exagérer. Mais un Fury, c'est pas impossible. Voilà, c'est peut-être un scénario possible. Hein. Voilà, en tout cas, il y aura une fin hit, je pense, parce que comme je vois quand même mine de rien pas mal de victoires Hill dans ce show. Donc victoire de Logan Paul, le match devrait être sympathique et assez divertissant. Ouais, en tout cas, c'est un des matchs qui me rendent curieux dans ce show. On va passer maintenant au match suivant. Io Sky contre Bianca Belair. Donc ce sera pour le titre le Women's Championship, hein, détenu par Io Sky bien sûr. Le statut de Bianca Belair était quand même assez flou, on savait pas trop quand est-ce qu'elle allait revenir, hein, depuis qu'elle avait perdu le titre qu'elle venait tout fraîchement de gagner à SummerSlam, et elle se fait cacher par justement par Io Sky dans la foulée, et puis on l'a fait disparaître des écrans avec ce beatdown backstage de Damage Control qui lui a écrasé la jambe, hein, littéralement, et on l'a pas revu depuis. Donc ça faisait quand même plusieurs semaines. Et elle a fait son retour. Moi je l'attendais pas forcément là. Je l'attendais plutôt dans un pay-per-view. Et là c'est arrivé à SmackDown. Donc lorsque la semaine dernière, lorsque
on a eu le main event entre Io Sky et Charlotte, et que Io Sky s'est encore imposée, alors de façon pas clean, avec un coup de ceinture. Elle avait la ceinture dans les mains, Charlotte lui a fait un spear, du coup elle s'est pris la ceinture dans la gueule, ça l'a assommé, donc victoire de Io Sky. Et derrière il y a une attaque à 2 contre 1 de Bayley, Io Sky sur Charlotte, et puis derrière, donc la surprise, on termine SmackDown sur l'intervention et le grand retour de Bianca Belair. Et donc cette semaine là, elle a fait une promo, elle a envie de se venger tout simplement en fait, ce qui est logique, hein. C'est un booking ultra classique, elle est frustrée déjà d'avoir pris ce cash-in à SummerSlam. Et d'ailleurs ça rappelle encore cette histoire avec Becky Lynch, hein, cette défaite en quelques secondes, et c'était déjà SummerSlam. Et là à nouveau une défaite un peu honteuse, assez rapide de Belair, hein, qui se fait cacher quelques minutes après avoir gagné. Donc ça sera peut-être encore une histoire de 8 mois, hein, pour que Belair à nouveau récupère son titre seulement à Mania, hein, ça sera peut-être ça l'histoire aussi. En tout cas, elle a envie de se venger, elle a envie de récupérer le titre, et puis surtout elle veut s'en prendre à Damage Control, quoi, qui lui a détruit la jambe, et elle veut les éliminer une par une, quoi. Bon, alors là, Dakota Kai de toute façon elle est blessée, donc bon, là elle est pas très, je dirais, pas très dangereuse pour Belair. Mais il y a déjà un match contre Bayley qui a été prévu là pour le prochain SmackDown, donc la veille de Crown Jewel. Alors le match a été enregistré, donc je ne veux pas connaître les résultats, hein. On verra bien comment ça va se passer. Bon, je me fais pas d'illusions pour Bayley, hein, qui quand même essuie beaucoup de défaites ces derniers temps, et catch pas beaucoup finalement, hein. Elle sert pratiquement de manageuse, hein, finalement, de manager dans l'équipe, dans le clan, et je pense qu'elle est là pour prendre la défaite, évidemment, pour donner encore plus de momentum à Bianca Belair avant le pay-per-view. Voilà, donc voilà, il n'y a pas trop de surprise de ce côté-là. Et puis après, je pense qu'une fois qu'elle va se débarrasser donc de Bayley, elle va forcément vouloir s'en prendre à Io Sky, donc pour Crown Jewel. Voilà, donc on en est là un peu pour le contexte. Le pronostic, il est pas si simple. Il est pas si simple, parce qu'il y a forcément la tentation de voir Belair récupérer le titre, parce que ça devient pratiquement une habitude de voir Belair avec un titre, et puis pour sauver, récupérer le coup, quoi, récupérer cette injustice, parce que c'est vrai que c'était une injustice, ce qui lui est arrivé, même si le cash-in c'est quelque chose de réglementaire, hein, évidemment, hein, ça fait partie du jeu, mais il y a eu cette blessure derrière, donc voilà, donc maintenant il y a cette nouvelle chance, mais je trouve que ça serait un peu prématuré quand même de récupérer ce titre maintenant. Ça me semble un peu tôt, et je pense il vaut mieux continuer avec Io Sky, quand bien même son règne n'est pas je dirais, des plus mémorables. Io Sky qui a pas énormément de défense de titre, hein, à son actif, et qui est un petit peu effacée dans ce clan, évidemment. Elle parle pas beaucoup, et on sait que c'est Bayley qui fait un peu tous les discours. Là, c'est un peu pareil qu'avec le Judgment Day, il y a des hauts et des bas dans ce clan, par moments c'est tendu entre Bayley et Sky, par moments on n'en parle plus, ça va mieux, là c'est l'unité, justement, c'est un argument aussi qui va aller me faire aller du côté de la victoire de Io Sky et de la conservation. C'est que on examine, mine de rien, les 3 derniers matchs en solo d'Io Sky, on se rend compte que Bayley, elle a aidé sa copine à chaque fois. Elle était dans les bons coups. C'est quand même quelque chose de notable. Déjà le match entre Io Sky et Asuka, hein, le fameux match de SmackDown là, qui était très bon, qui était un match très attendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Asuka, elle avait pris Io Sky dans son Asuka Lock, hein, elle était bien cadenassée, sauf que là l'arbitre il était près des cordes, et du coup la jambe aussi de Io Sky était proche des cordes, et Bayley, pendant que l'arbitre était complètement allongé sur le sol, il voyait pas derrière qu'il y avait Bayley, Bayley a mis la jambe de Io Sky sur la corde. Et du coup, elle prévient tout de suite l'arbitre, elle dit regardez, elle a mis sa jambe sur la corde. Et derrière, il y avait Charlotte Flair qui était pas loin, qui était à l'extérieur et qui a donné une droite à Bayley. Mais derrière, ça a quand même permis de sauver Io Sky. Et derrière, ça a aussi Asuka a été aussi un peu surprise, a été distraite par cette je dirais, intervention de Bayley. Et derrière, elle a capitalisé derrière Io Sky, elle a porté son moonsault, elle s'est imposée. Donc ça, c'était un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, on en a parlé il y a pas longtemps, c'était Fastlane,
À nouveau, Charlotte Flair dans le triple threat était en train de gagner avec son figure 8 sur Asuka. Alors lors de ma review de Fastlane, j'avais un petit doute quant à l'abandon de d'Asuka, parce que je la voyais remuer les bras pendant le show, pendant le match. J'étais pas sûr qu'elle avait tapé. Alors ils en ont finalement, ils l'ont montré, hein, donc c'est vraiment un élément d'ailleurs scénaristique, hein, c'est intéressant. Ils ont montré une caméra opposée et finalement on a bien vu qu'elle avait tapé, hein, Asuka, donc ça c'est intéressant parce que du coup il faut dire que Flair était normalement, elle aurait vraiment dû donc être championne, et elle avait tapé, et donc à nouveau une distraction de Bayley, ce qui permet à l'arbitre de ne pas voir justement que Asuka avait tapé, et derrière moonsault à nouveau sur Flair qui était en position de figure 8, donc ça l'a écrasé, et victoire de Io Sky. Donc à nouveau, intervention de Bayley. Et on en revient au troisième match. C'était le match dont je venais de vous parler, hein, pour le retour de Belair. C'était le Io Sky contre Flair. Où là encore, on a un scénario avec Bayley qui distrait l'arbitre. On a une Dakota Kai qui donne la ceinture à Io Sky. Mais elle l'a dans les mains. Mais d'ailleurs, c'est intéressant aussi, elle n'a pas forcément l'intention de s'en servir. Elle a toujours ce côté un petit peu twinner, mais un peu, je dirais, réglo, qui a envie de gagner dans les règles, mine de rien, Io Sky. C'est pas la heal totale, hein, bien qu'elle soit, bien qu'elle fasse partie d'un clan heal. C'est peut-être la fille la plus réglo finalement, et c'est celle qui est le plus proche du face turn, hein, on le sait. Hein. Elle était un peu surprise d'avoir cette ceinture dans les mains. Elle savait pas trop quoi en faire. Elle avait l'air gênée de la voir. Et derrière, c'est là qu'il y a justement ce spear de Charlotte, hein, qui elle ne voit pas qu'il y avait la ceinture dans les mains de Sky, et elle se la prend en pleine figure. Et Io Sky, elle en profite, hein, elle est pas idiote, hein, elle a assommé Flair, donc elle en profite et elle s'impose. Mais c'était pas vraiment voulu, quoi, de la part de Sky d'avoir cette ceinture dans les mains, hein, ça se voit, on l'a bien vu. Et donc ça fait encore troisième cas de figure. 3 matchs consécutifs, 3 défenses de titre, où on a Io Sky qui s'impose avec une Bayley qui, mine de rien, lui sauve bien la mise, même si c'est quelque chose on voit bien que Io Sky n'aime pas faire, elle n'aime pas gagner comme ça. Mais mine de rien, ça lui permet encore de garder le titre. Finalement, sa seule victoire clean, hein, c'était au tout début, hein, c'était contre Zelina Vega à SmackDown, quoi. Où là, il n'y a pas eu de... Sky et Bayley étaient à l'extérieur, mais bon, là, pour le coup, elles n'étaient pas intervenues. Victoire Moonsault est terminée. Bon, là, bon. Zelina Vega en même temps, t'as pas besoin d'une aide extérieure, hein, faut quand même le reconnaître. Donc pour moi c'est un élément aussi qui doit pas être laissé au hasard, parce que ça fait quand même 3 fois de suite que ça arrive, et je pense que c'est à nouveau ce qui va arriver en fait. Alors à moins qu'il cette fois-ci il veuille nous faire un truc différent et que ce sera cette fois-ci la boulette et que ça permettrait à Belair de s'imposer, mais je vais rester encore sur cette logique avec la conservation de Io Sky, pardon, avec à nouveau une intervention de Bayley en fait, Dakota Kai qui pourra aussi peut-être avoir son rôle à jouer, mais on voit que c'est quand même toujours surtout Bayley qui est là pour distraire l'arbitre. Donc bon, ça fait beaucoup d'overbooking quand même dans mes scénarios, hein. C'est vrai qu'en même temps il y a beaucoup de matchs où l'overbooking est envisageable, hein. C'est les storylines qui veulent ça, hein. Donc je pense que ça va encore permettre, en plus ça va permettre de protéger Belair dans la défaite, parce que je vois pas Belair perdre clean ce match, surtout pour son retour. Et donc je pense que ça va permettre à nouveau de protéger déjà de Belair dans la défaite, conservation de Sky qui pour moi ne doit pas perdre son titre tout de suite, pas maintenant, et parce que si elle gagne Belair, en fait on a quoi, on a Flair, parce que Flair mine de rien elle a toujours une légitimité à avoir à nouveau un title shot, hein, puisque Fastlane on l'a vu, elle avait gagné, hein, mais sauf qu'Asuka avait tapé mais l'arbitre l'avait pas vu. Et là, elle perd contre Io Sky à SmackDown, mais bon, coup de ceinture, quoi. Donc, mine de rien, elle reste encore légitime pour avoir un title shot, hein, Flair, en tout cas pour en réclamer un autre. Mais je vois pas encore un match face contre face entre Belair et Flair, hein, parce que à moins d'un heel turn, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Donc, je vois pas de Belair Flair pour l'instant. Même si c'est une feud à faire, hein, qui serait inédite, mais on l'a toujours pas eu. Mais moi je pense que je reste encore dans l'idée que ce serait peut-être plus Flair qui irait peut-être chercher le titre à Sky plutôt que Belair. Maintenant que Belair est de retour, ce sera peut-être plutôt Belair qui va aller chercher Sky, hein, c'est pas impossible. Mais
ça sera peut-être finalement Flair à l'arrivée qui va le faire. En tout cas, bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais il risque d'y avoir peut-être un Flair qui va tourner sur une Flair qui va tourner sur Belair, ça c'est pas impossible. À moins que ce ne soit l'inverse. Mais en tout cas, voilà, je vois une conservation, on protège, et c'est peut-être aussi cette intervention de Bayley qui va aussi, on sait jamais, hein, même si ça me paraît tardif, peut-être enfin lancer peut-être un match à plusieurs pour les Survivor Series. Hein. Alors Dakota Kai elle est sur le bas-côté, mais ça va manquer de filles, hein, mais il va falloir peut-être vite ajouter d'autres filles, mais ça c'est peut-être un peu juste. Et puis il n'y a pas d'interaction entre SmackDown et Raw là au niveau des filles, il n'y a pas assez d'interaction. Je vois pas quelque chose d'assez naturel et de construit comme ils le peuvent le faire avec les hommes, avec la Bloodline et le Judgment Day. Là ça me semble un peu léger pour aller faire un match 4 contre 4 ou 5 contre 5 quoi. C'est un peu léger. À moins qu'il fasse un match 5 contre 5 féminin traditionnel à l'ancienne, avec des matchs de qualif éventuellement du côté de SmackDown et de Raw, ça, ce serait peut-être éventuellement la possibilité de le faire, qu'il le fasse, avec des matchs de qualif, ça serait très Triple H dans l'esprit, hein, le côté un peu tournoi, un peu compétition, et au moins on aurait une Team Raw contre une Team SmackDown. C'est peut-être la meilleure chose à faire parce que là le Wargame ce serait beaucoup trop forcé. Pour qu'il y ait un Wargame il faut vraiment qu'il y ait la haine, qu'il y ait de la rivalité et des tensions quoi. Et là il n'y a pas de clan suffisamment établi des deux côtés pour avoir ça quoi. Pour moi il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà, peut-être un match 5 contre 5 et en mettant évidemment des filles qui s'entendent, qui ne sont pas censées s'entendre, hein, du Belair avec du Bayley par exemple. Ça c'est du grand classique VVE et ça on en reparlera de toute façon pour les pronostics de Survivor Series. Voilà, donc pour moi j'irais plutôt du côté de la victoire de Io Sky, donc encore une victoire entre guillemets heel, en tout cas même si elle l'est pas tout à fait, mais bon, en tout cas elle est plus du côté d'un clan heel, hein, donc on va dire ça comme ça, dans un match qui devrait être bon, hein, voilà, Io Sky contre Belair, on l'a vu à Backlash. Hein, on l'a vu ce match, cet opener de Backlash, hein, avec un public qui était plus du côté d'Io Sky et qui huait Belair, hein, donc c'était une situation assez insolite. Voilà, on n'est pas censé avoir ça habituellement, mais là, effectivement, on a un public qui était à fond derrière Io Sky et qui a été forcément déçu de cette défaite d'Io Sky. Et puis oui, c'est un autre argument. Io Sky avait perdu à Backlash, donc là, ce serait une façon aussi de prendre sa revanche. Voilà aussi un autre argument, voilà, pour que au moins Io Sky ait sa victoire contre Belair. Même si elle sera peut-être pas clean, mais au moins ça fera une victoire à son palmarès, à son actif. Allez, maintenant on va passer au match suivant. L'autre défense de titre féminine, à savoir Rhea Ripley, qui va avoir 4 menaces, hein, puisque ce sera un Fatal 5-Way, avec Nia Jax, avec Raquel Rodriguez, avec Shayna Baszler et Zoe Stark. C'est un match assez inattendu, surtout que bon, enfin, ça, moi je pensais plus qu'on allait peut-être avoir un Jax contre Ripley, hein, qui était quand même censé être sur les rails un petit peu quand même, mais là on a mis d'autres filles dans l'histoire, donc on est toujours un peu dans cette je dirais cette cette émulation autour du titre féminin, et ce qui est une bonne nouvelle puisque c'était quelque chose aussi que je reprochais, que je déplorais du côté de Raw, c'était pas avoir cette émulation. On avait l'impression que voilà, Rhea était un peu toute seule, sans vraie challengeuse crédible pour lui faire de l'ombre, et puis avec peu de défense de titre, peu de matchs finalement de la part de Rhea, qui était plus là en leader, entre guillemets entre leaders du Judgment Day, ou voilà, faire les managers, ou tourner autour de ses potes quoi. Mais finalement avec peu de défense de titre. Et donc là, on sent quand même qu'il y a un petit renouveau. On peut aussi en parler de ça rapidement, mais c'est vrai que le fait que là, Triple H hein, et semble-t-il maintenant les pleins pouvoirs à 100% et Vince complètement écarté de la course, on va dire, ça a un petit peu libéré Triple H, qui là, on sent, il est voilà, c'est un peu, t'es tout seul, tes parents sont partis en vacances pendant 3 mois, et c'est la fête. C'est la fête, ça y est, tu te sens libéré, tu fais tout ce que tu veux, tes parents sont plus là. C'est un peu cette sensation en fait. Vince n'est plus là, et là il s'en donne à cœur joie Triple H, et il peut mettre en avant tous ceux qu'il a envie de mettre en avant, et évidemment c'est NXT Guys là qui sont là en pagaille. On l'a bien vu là, et même DIY qui est reformé. Là, on voit du Bronson Reed, on voit Imperium, on voit du Zoe Stark, on voit du Shayna, on voit du Raquel, du Jax. Hein, tout ça, c'est de l'NXT, c'est du NXT tout ça. Hein.
c'est du NXT. On voit Indy Hartwell, on voit Candice LeRae, Tegan Knox, complètement sortie du placard, qui était aussi une petite chouchoute de Triple H, eh ben on l'a ressorti aussi. Donc il y avait quand même énormément de filles de NXT, ou des anciennes NXT euh, mises en avant tout à coup. Et donc, on le sent qu'il y a cette libération, et ça permet au moins de retrouver un peu d'émulation, de reconstruire, de rebâtir aussi hein, les rosters, et de nous représenter un peu tout le monde. Et là, on le sent qu'il y a quelque chose. Là, les filles, voilà, on recentre, voilà, un peu l'intention autour aussi pas que de replay, mais aussi de ces challenges potentiels, ce qui est une bonne chose. La division tag team, il est aussi en train de faire le même travail. Hein. On a vu, voilà, on voit les New Day autour de l'Alpha Academy, de DIY. On a vu même Indusher qui sont allés voir Adam Pierce aussi. Enfin voilà, il y a les équipes qui sont en train de revenir là petit à petit aussi. On a cette division tag team aussi qui est petit à petit en train de revivre, et de retrouver un peu de densité, donc c'est une bonne chose. Voilà, on voit pas mal de filles aussi en backstage, on voit un max de monde, on voit du Natalia, on voit du Nikki Cross, on voit Kaiden Carter et Katana Chance aussi, encore une équipe potentielle autour des titres tag hein, aussi, même les titres tag féminins, on sent qu'il y a quelque chose. Ils ont essayé d'associer aussi Tegan Knox à Natalia. Donc il y a aussi des nouvelles équipes qui sont en train de se former. Voilà, donc la Triple H il est en train de rebâtir, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et là donc on a cette émulation autour de ce titre féminin, donc c'est une bonne chose. Voilà, les filles se foutent sur la gueule, quoi. On a eu la signature de contrat, tout le monde a signé assez rapidement, à part Jax, hein, elle attendait que Ripley arrive. Elle avait signé backstage, hein, finalement, Rhea d'ailleurs, le contrat. Et finalement Jax a signé, mais bon de façon très dilettante, et finalement tout le monde a signé. Bon bah ça partit en cacahuète hein. Jax aussi, bon elle était insupportable, a provoqué un peu tout le monde. Il y a eu une interaction avec Raquel, donc on sent aussi qu'il peut y avoir un match entre Raquel et Jax, quelque chose au moins à faire entre les deux, qui devrait je pense arriver après, puisque juste après bon que Jax aussi quand même à se confronter, enfin on l'a vu un peu, elle était dans le ring et puis Rhea est à l'extérieur. On sent là forcément qu'il y a quelque chose entre Jax et Rhea. Et il joue la montre là, on nous le protège ce match, mais il va bien falloir qu'il arrive ce match. Et donc pour moi voilà, bon bah, c'est victoire de Rhea, hein, elle va conserver son titre. C'est l'adversité, en nouveau, on sent que on nous joue le coup du ah ouais elle est en difficulté, elle va pas s'en sortir là, il y a trop de menaces. Et puis bon, elle va finir par s'imposer en fait. Et faudra pas que Jax prenne le pin. Je pense ils vont pas lui faire le pin, ça c'est sûr. Ça me paraît impossible que Jax prenne le pin. On la protégera hein, de façon à ce qu'on ait un nouveau, toujours potentiellement un Jax contre Rhea. Je pense que Raquel, Shayna et Stark seront forcément les candidates au pin. Et d'ailleurs, c'était parti pour être un Fatal 4-Way, hein, ce match. Hein. Stark, elle est revenue un peu de nulle part. Enfin, on se demandait si elle allait être aussi impliquée. Bon, bah, ils l'ont ajouté. En tout cas, voilà, ce Fatal 5-Way, il peut être sympathique. Il y a de bonnes catcheuses dans le ring. Bon, à part Nia Jax, hein, on va dire. Raquel, ouais, c'est pas génial non plus, mais bon, ça passe de temps à autre. Mais ça sera une configuration qui pourra lui convenir à Raquel. Donc c'est un match à plusieurs voilà permettra aussi en plus de pas avoir je dirais de DQ, hein. Donc ça va être un match aussi avec potentiellement Dominique, peut-être d'autres membres du Judgment Day qui pourraient intervenir, hein, ça on verra. Bon, faudra pas en faire trop non plus parce que déjà qu'il y a beaucoup de matchs potentiels avec de l'overbooking, faudra pas en faire trop non plus du côté de ce match. Mais je pense que voilà, Rhea va s'en sortir. Mais bon, c'est marrant parce que le Ngannou contre Fury, ils ont présenté ça comme le Battle of the Baddest. Il y a aussi voilà Game of Thrones, on a eu la bataille des The Bastards, la bataille des bâtards. Et bah là, j'ai envie d'appeler ce match la bataille des badass quoi. La bataille des badass parce que c'est vrai que c'est vraiment quand on voit les 5 filles, oui, c'est des filles badass, menaçantes, dangereuses, qui n'ont peur de rien. Et c'est un match, mais c'est 1000% du Triple H dans le texte quoi. C'est du Triple H pur jus quoi. C'est vraiment l'affiche qui lui correspond à Triple H quoi. C'est ce qu'il a envie de voir, c'est son style. En fait, c'est son style de fille dans le ring, c'est ça. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ce qu'il a envie de voir. C'est ça, c'est des filles badass quoi. C'est complètement son style. Là, on n'est pas du tout sur, je dirais,
des Barbie Girls que Vince affectionnait tant. Là, on est vraiment sur autre chose. C'est du NXT quoi. C'est du NXT. C'était son NXT. C'était ça qu'il aimait voir. Et voilà. Bon, et puis Rhea, voilà, Rhea, je pense que c'est sa préférée parmi toutes quoi. On le sent tellement parce qu'elle est tellement présente dans les shows il l'adore tellement que c'est elle pour moi. C'est sa fille. C'est tout pour elle. Rhea, c'est son rayon de soleil quoi et c'est presque je dirais son homologue au féminin quoi et c'est pour moi c'est Triple H qu'on voit en fait à travers Rhea c'est ce que lui aime voir c'est son idéal féminin en quelque sorte hein. Donc bon bah c'est forcément Rhea va rester championne et je pense qu'on peut avoir ce Raquel contre Jax qui est un petit peu teasé aussi quand même mine de rien à travers leurs échanges là et je pense que ça sera pour le prochain Raw voilà je le prédis déjà comme ça enfin le prochain Raw après Crown Jewel d'avoir un match entre les deux que gagnera Jax et du coup pour que Jax continue à garder quand même son momentum pour aller chercher Rhea peut-être en weekly ou au Survivor Series ce qui serait aussi une grosse possibilité d'avoir ce Jax contre Rhea au Survivor Series. Même si c'est pas un match qui m'enchante, hein, mais bon, forcément, on va finir par l'avoir, hein, ça me paraît inéluctable. Stark et Shayna, voilà, sont un peu plus, je dirais, en retrait. Malheureusement, bon, sa victoire contre Ronda à Shayna et le fait qu'elle se soit retournée contre Trish du côté de Stark, bon, on n'a pas l'impression que ça leur ait finalement beaucoup servi. Et qu'elles sont là un peu comme bouche-trou, histoire d'avoir finalement la collection complète des filles badass d'Euro pour aller essayer d'emmerder Rhea, mais là je pense que la défaite risque d'être pour l'une des deux, voire Raquel, puisqu'elle a aussi pas mal d'opportunités dernièrement, donc ce serait pas non plus déconnant qu'elle prenne le pin, même si bon, vu qu'elle c'est quelqu'un d'imposante, pas quelqu'un censé aussi prendre beaucoup de défaites. Donc ça sera peut-être plus pour Shayna Shayna pardon oui ou Zoe Stark pour la défaite mais elle va s'en sortir Rhea pour moi c'est il n'y a pas de doute possible. Le match peut être sympa parce que bon même s'il y a Jax dans le match au moins il y en a quatre autres donc on peut compenser donc il y a quand même de quoi faire plein de combinaisons plein de choses sympas il y a quand même peut-être quand même le potentiel pour faire un match sympa au moins c'est un match qui change c'est une affiche un peu fraîche avec des visages certains qu'on voit pas forcément tout le temps là on n'est pas sur on n'est pas sur du Belair on n'est pas sur du Bayley ou du Charlotte Flair quoi. Donc on a d'autres visages, donc ça fait du bien aussi. On n'a pas sur du Becky non plus. Voilà, c'est des filles qu'on a vues tant de fois dans le passé, ou encore dans le présent d'ailleurs. Donc là on a aussi des filles un peu plus, je dirais, nouvelles dans le main roster. Enfin je pense surtout à Zoe Stark. Et puis même Jax hein, qui fait son retour après une longue absence. Donc là on a un peu d'autres visages. Donc c'est pas non plus plus mal de voir ça aussi. Donc c'est assez frais. Donc on verra bien. J'attends pas non plus un banger, mais ça peut faire un bon 3,5, voire peut-être un peu plus, hein, on sait jamais. Voilà, conservation de Rhea. Le match suivant, Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le World Heavyweight Championship. On l'a vu, hein, conservation donc à Fastlane face à Nakamura de Rollins, hein, qui était vraiment en mode Super Cena. C'était un peu le principal reproche que j'ai eu à faire à ce match. Heureusement, bon, ils ont quand même réussi à maintenir Nakamura sur une dynamique quand même, puisqu'effectivement il avait une suite qui n'était pas terminée face à Ricochet. Il a pu le battre là dans un très bon match d'ailleurs, en Falls Count Anywhere. Et là, bon, ben maintenant il attend un prochain challenge, donc on sent qu'il est en mode open challenge pour le prochain Raw, on verra bien, ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, Rollins suit. Donc il a conservé malgré son dos hein, qui était en sale état et McIntyre s'est pointé voilà donc il veut se présenter comme prochain challenger voilà il y a eu des beaux échanges entre les deux les promos étaient plutôt bonnes et on est toujours finalement c'est ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce match c'est toute cette histoire tout ce développement autour du personnage de McIntyre on sent qu'il est il se cherche un peu. Il est sur la ligne jaune, là, il est au bord de tourner heel, mais il le fait pas encore, mais on a toujours des doutes. On ne sait pas s'il va le faire ou pas, mais on sent qu'il a des tourments, il a des doutes actuellement, et qu'il est en boucle sur la Bloodline, quoi. On sent qu'il n'arrive pas à passer outre tout ce qui s'est passé,
par rapport à la Bloodline. C'est pour ça qu'il était faisait partie de ceux qui étaient les plus sceptiques vis-à-vis du retour de Jey Uso, enfin de l'arrivée de Jey Uso à Raw. Et il a toujours eu des doutes, il a jamais voulu faire confiance à Jey Uso par rapport à tout ce qui s'est passé avec la Bloodline, et il est en boucle en fait, et notamment voilà sur ce qui s'est passé à Clash of the Castle. Il pensait gagner devant son peuple, en tout cas sur son île, et en fait bon bah Solo Sikoa est intervenu, voilà, on se souvient de tout ça, et il a eu des problèmes avec les Usos, avec Reigns, avec toute la Bloodline quoi. Et ça il arrive pas à sortir ça de l'esprit, et même avant Clash of the Castle, même au Thunderdome, on s'en souvient aussi qu'il y a eu des interventions pour le Survivor Series aussi, il y avait eu déjà des problèmes. Donc la Bloodline, c'est quand même un gros problème qui date maintenant pour McIntyre. Et on sent aussi, il en a parlé, cette victoire, cette prise de titre devant personne. À Mania 36 face à Lesnar, il a du mal aussi à vivre ça. Il y a en quelque sorte une petite jalousie aussi vis-à-vis de Rollins, qui lui au moins il a pris un titre devant du public, en Arabie Saoudite d'ailleurs, à Night of Champions. Et là aussi c'est un peu de jalousie, je pense, par rapport à ça. Et voilà, des mecs comme Sami Zayn, il lui dit get over it quoi. Get over it, arrête de penser à ça, pense à autre chose quoi, passe à autre chose. Parce que là ça te prend la tête quoi, ça te prend la tête, et t'es obnubilé par ça quoi. Et c'est vrai que il est en boucle là-dessus quoi. Donc c'est un peu un match thérapie finalement, ce match contre Rollins. Il veut récupérer ce titre aussi face à du public quoi aussi, il y a ça. Et puis évidemment tout ce petit manège là du Judgment Day, avec une Rhea qui fait quand même un gros boulot. On sent que c'est quand même de la manipulation quand même, parce qu'elle tire les ficelles. On sent que c'est vraiment la leader en quelque sorte du clan, parce que c'est quand même elle qui discute avec Paul Heyman, qui noue une alliance. Alors une alliance qui n'a pas été toujours au rendez-vous, mais je l'attendais à Fastlane, on l'a pas eu. Donc là, ça pourrait peut-être se faire, mais on a toujours des doutes. On se dit quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Alors oui, on a vu cette image de Rhea qui discutait avec Drew McIntyre en arrière-plan, mais voilà, on a vu aussi que le Judgment Day avait dragué Jey Uso. Ils ont même Rhea était même allé voir Seth Rollins dans le dernier Raw, et on a eu donc ce match entre Sami Zayn et Drew, qui ont une petite explication verbal, et ils en sont arrivés à un match, après à se booker un match qui était plutôt bon, et Rhea est intervenue, derrière elle finit par distraire Sami Zayn, et derrière Claymore quoi, victoire de Drew, et qui s'en va quand même un peu énervé sans regarder Rhea, mais est-ce qu'ils peuvent évidemment un peu laisser le doute, se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une alliance, un truc avec Drew, Judgment Day. Alors bon, je pense que c'est pas le cas, mais c'est pour mettre le doute quoi, et pour montrer aussi que elle essaie de manipuler tout le monde, et de foutre la zizanie au sein des babyface quoi, finalement de Raw, pour diviser pour mieux régner quoi finalement, pour que le Judgment Day reste tranquille quoi, qu'il n'y ait pas de challenger qui puisse l'emmerder. Emmerder le Judgment Day, notamment même Damien Priest, dans l'optique peut-être déjà future, lorsqu'il sera champion du monde, qu'il n'y ait pas de babyface déjà qui soit géré en bonne position psychologique quoi. Il y a un peu de ça aussi, donc elle manipule un peu tout son monde, du coup elle est allée voir Rollins quoi. Et aussi elle a proposé quelque chose, elle lui a dit tu pourrais aussi être le champion au plus long règne, tu pourrais avoir un long règne à la Roman Reigns quoi, et comme ça tu serais dans notre clan, t'imagines là, avec toutes les ceintures qu'on a là. Et puis il dit non mais justement moi j'ai pas envie d'être Roman Reigns quoi. Alors intéressant, parce que ça aussi c'est peut-être des graines plantées pour un Reigns Rollins plus tard, ça aussi il faudra peut-être le garder en tête, ça peut être une option pour WrestleMania 40, puisqu'après tout Rollins c'est l'un des rares à avoir battu Roman Reigns, d'avoir battu Roman Reigns au Rumble, on le sait, c'était un DQ, mais il avait quand même gagné quoi, donc c'est l'un des rares à l'avoir fait, donc ça peut être aussi un argument pour avoir ce Rollins Reigns, et puis avec tout le Shield et tout ça, il y a tout un tas de choses à écrire, ça c'est sûr. Enfin en tout cas voilà, il a quand même précisé qu'il voulait pas être comme Roman Reigns, et il l'a un peu envoyé chier quoi. Et Rhea quand même dit ouais mais bon t'as pas dit non. Elle marque un point mine de rien. Mais bon voilà, elle fait un peu de mind game quand même. Et donc Drew
qui avait gagné contre Zayn, il retrouve à nouveau Rollins backstage. Rollins qui applaudit, hein, un peu ironiquement, Drew pour sa victoire. Il dit ah ben bravo, hein, victoire grâce au Judgment Day, voilà, c'est ça, hein, t'es avec eux quoi. Alors que l'autre évidemment il nie et puis il dit je te rappelle que là t'étais en discussion avec Rhea il y a pas longtemps là tout à l'heure et que t'as pas dit non hein, à sa proposition. Et bon bah l'autre il lui a dit là qu'il il a pas besoin du Judgment Day pour gagner, il en aura jamais besoin, il va le battre, hein, Rollins dit qu'il battra Drew. Sans le Judgment Day, il a pas besoin d'eux. Bah, voilà, ça s'est terminé avec un petit peu de tension entre les deux, et ils ont fini par dire voilà que le meilleur gagne quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt voilà un match qui est intéressant par rapport déjà au in-ring parce que là il y avait un bon souvenir plutôt alors c'était la période huis clos, hein, mais un bon match au Money in the Bank c'était hein, entre Drew et Rollins. Ça c'était alors, les alignements étaient c'est un peu c'était pas du tout le même contexte à l'époque, hein. Mais en tout cas c'était un bon match, hein. J'en garde un bon souvenir de ce match. Et là, mais en plus, tout le développement autour de Drew McIntyre, le Judgment Day qui est un petit peu autour de tout ça. Donc je trouve que c'est intéressant. Et puis bah, toujours cette perspective peut-être de cash-in hein, de Damian Priest hein, qui est toujours, qui a toujours envie de cacher quoi. Lui, il est frustré, il a pas pu le faire à Fastlane. Donc il a envie de le faire, hein, on le sent. Hein. Il avait retenté d'ailleurs juste après Fastlane, mais bon, c'était Drew McIntyre lui-même, après avoir défié Rollins, qui avait pris la mallette et qui l'avait balancé quoi. Lui, il voulait un Rollins à 100%. Donc il restait babyface dans l'histoire. Hein. Voilà, en tout cas voilà, c'est intéressant. Le match va être bon. Ça sera, je pense pas que ce sera le main event, hein, parce que tant que Roman Reigns a un match. Bon, bah, on restera sur Roman Reigns. Hein. Donc, mais ça sera un match à suivre et avec encore à nouveau de l'overbooking qui est tout à fait envisageable. Hein. Là, je pense que vu l'histoire, Judgment Day autour, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose et on va encore nous faire croire qu'il y a peut-être quelque chose, une alliance entre Drew et le Judgment Day, quoi. Mais ça peut peut-être un peu déconcentrer tout le monde. Drew qui non mais barrez-vous, barrez-vous. Drew peut-être et Rollins qui vont faire cause commune pour se débarrasser peut-être de Balor, peut-être de Priest, de Dominic, revenir sur le ring et finir ce match sans qu'il y ait de DQ pour autant. Hein. En tout cas tant qu'il ne les frappe pas, tant que personne ne frappe les deux catcheurs, ça sera pas il n'y aura pas de DQ. Ils peuvent par contre eux frapper le Judgment Day, ça pose pas de problème. Mais il y aura peut-être un petit truc comme ça. Ça peut effectivement partir en overbooking. Mais conservation de Rollins, pour moi conservation. Je vois pas de changement de titre là. Je vois pas de nouveau champion dans ce match. Rollins va rester champion. Et en plus il y a le développement justement de Drew qu'il faut, je pense, continuer à frustrer un petit peu pour peut-être l'assombrir ou le faire justement basculer du mauvais côté. Et j'ai peut-être quelques idées déjà dans le cadre du Wargames, s'il fait partie du match, ou pas du tout d'ailleurs. Il pourrait ne pas faire partie du match. Dans les deux cas, je le verrais bien peut-être compléter finalement finaliser son heel turn lors du Wargames avec justement ce ras-le-bol quoi. Ce ras-le-bol de ne pas réussir à récupérer ce titre, à être emmerdé aussi à chaque fois. Il y a toujours des gens autour de lui qui l'empêchent de mener à bien ses objectifs. Il y a toujours de la bloodline ou sinon maintenant c'est du Judgment Day quoi. Il y a toujours des clans qui viennent l'emmerder et ça peut lui faire casser, le faire péter un câble quoi et aller du mauvais côté quoi. Je le vois pas se rallier à un clan, hein. Je le vois pas se rallier au Judgment Day, hein. Il va pas du tout dans le clan, je le vois pas du tout là-dedans. Mais ça peut être des éléments qui peut-être le feront changer d'avis, le feront virer de bord quoi. Mais ça sera plus pour le Wargames. Donc je pense que c'est la défaite de Crown Jewel qui va encore nourrir tout ça. Donc faut pas qu'il y ait de victoire tout de suite quoi. Enfin faut pas qu'il y ait de victoire là quoi, faut pas qu'il gagne le titre. Le cash-in potentiel, ça reste possible. Mais je crois pas qu'il y ait de cash-in là. Faudra pas non plus trop tarder à le faire. Si par exemple on a envie de faire un Rollins contre Reigns à Mania, bah ça peut être par exemple parce que Rollins ne serait déjà plus champion à ce moment-là, au moment du Rumble. Donc ça voudrait dire qu'il se serait déjà fait cacher par Priest peut-être aux Series ou même en décembre, un peu plus tard, en fin d'année, et que Rollins irait chercher le Rumble pour aller cette fois-ci aller chercher le titre de Reigns.
Voilà, comme ça éviterait de faire une draft. Hein, ça sera juste Rollins qui dira non, je ne vais pas chercher Priest, je vais aller chercher Roman. Voilà, parce qu'on a des histoires entre nous. Je t'ai battu la dernière fois, n'oublie pas, au Royal Rumble. Voilà, voilà. Donc ça c'est encore du fantasy booking pour plus tard. Hein, ça on aura largement le temps d'en reparler. Mais voilà, faudra pas trop tarder, je pense, avec le cash-in de Priest, qui pourrait effectivement intervenir là. Mais je pense qu'il y aurait une belle ouverture pour les séries, pour le Wargames par exemple. Si Drew se retourne contre Rollins par exemple pendant le match ou à la fin du match, qu'il intervient d'une façon ou d'une autre et que c'est justement avoir ce Rollins complètement à terre et le Judgment Day qui en profite quoi. Avec toute une alliance du Judgment Day pour et peut-être même de la Bloodline, hein, puisqu'il y a plus ou moins une alliance entre ces deux clans pour aller faire cacher Priest. On verra comment ça va se passer, parce qu'il y aura aussi des babyface autour. Donc il faudra quand même, de la résistance, quoi. On verra bien, hein, il y a quand même beaucoup de choses possibles, c'est ce qui fait l'intérêt de tout ça. Il y a quand même pas mal de scénarios, même dans ce Crown Jewel, hein, il y a beaucoup de matchs simples, mais quand même beaucoup de matchs avec de l'overbooking potentiel, avec toutes ces histoires de Bloodline et de Judgment Day qui tournent autour de tout ça. En tout cas, voilà, un bon match en perspective. Je pense qu'on peut faire un bon 4-4 écart entre les deux, hein, au minimum. Et j'espère que l'overbooking, alors il devrait y en avoir, je pense, mais j'espère qu'il va pas venir trop gâcher le match et que ce sera vraiment avec parcimonie et que ça permettra en tout cas de bien raconter l'histoire et surtout de mettre le doute, continuer d'avoir un petit doute par rapport à McIntyre et voir un peu comment ça va le faire évoluer dans son personnage, hein, tout simplement. Voilà, on va passer donc maintenant au match suivant qui est pour moi, à mon avis, hein, ça va être le main event, à savoir Roman Reigns contre LA Knight. C'était un adversaire potentiel, hein, on le sentait venir, LA Knight, hein, vu son ascension fulgurante, c'était de plus en plus probable. Reigns est revenu après Fastlane, hein, forcément, on le savait qu'il était de retour. Et forcément c'était un peu tendu avec Jimmy Uso, voilà, donc LA Knight s'est présenté là, c'est un peu aussi Cena qui le déroulé le tapis rouge quoi, parce qu'il y a forcément c'était lui qui était à mettre en avant. Il y avait quand même deux possibilités, hein, c'était LA Knight ou AJ Styles qui était quand même l'un des grands absents, qui donc finalement je me demande s'il va pas revenir pour le Wargames. Parce que AJ Styles c'est quand même l'un des gars qui a lui aussi l'unfinished business avec la Bloodline, hein, parce que c'est comme Jimmy Uso et Solo Sikoa qui l'ont blessé, hein, qui l'ont fait et qui l'ont écarté des écrans là, qui l'ont mis dans l'ambulance. Donc AJ Styles quand il va revenir, il en aura après la Bloodline. Donc là je pense que ce sera un très bon candidat au Wargames, hein, AJ Styles à mon avis. Je pense que c'est le bon moment pour le ressortir, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir un Kevin Owens, voire même peut-être un Drew dans le match, puisque AJ Styles aura aussi de bonnes chances d'y être, et puis LA Knight aussi, je pense qu'il aura aussi sa chance, et puis on ajoute Cody, Jay et Sami Zayn, et voilà, ça nous fera les 5 hommes. Voilà, et pas besoin de mettre un Drew ou même un Rollins. Il y aura de quoi faire, je pense, du côté des faces. Voilà, donc on a LA Knight qui prend ses aises, hein, qui fait des bonnes promos face à Reigns. Il a du culot, on l'a encore vu lors de la signature de contrat. Lors de l'entrée de Reigns, il le double, hop, il lui passe devant, il s'assoit à la tête de la table, carrément, à la place de Reigns. Il s'emmerde pas, il prend ses aises, il fait de bonnes promos. Reigns, on lui rappelle quand même que c'est un peu le rookie dans l'histoire, que c'est pas quelqu'un qui est habitué à avoir des matchs de championnat, c'est sa première pour lui. Bon, évidemment, il regarde pas Impact, hein, il regarde pas d'autres promotions, Reigns, hein, donc il sait pas ce qu'il a fait dans le passé, LA Knight, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, effectivement, la VVE, c'est une première pour lui, un match de championnat comme ça. Et donc, en tout cas un match du côté du main roster, hein, je parle pas de NXT. Il prend ses aises, il a de bonnes punchlines au micro, ça fonctionne plutôt bien, le public est toujours à fond, investi comme pas possible. Et il s'était fait spirer, hein, par Reigns, hein, justement, peu après Fastlane. Et là, il a retenu la leçon, hein, puisqu'il y avait eu aussi cette victoire donc contre Jimmy Uso. Il a battu Sikoa déjà, hein, ce qui était pareil. Il a battu Sikoa et là il a battu Jimmy Uso. Donc là cette semaine à SmackDown, il y a eu une tentative à nouveau de spear de Reigns, mais là cette fois-ci il l'a vu, hein, il l'a esquivé et il lui a quand même porté son Blunt Force Trauma, donc son BFT. Donc là il a réussi quand même à éviter le spear, hein, contrairement à la première fois.
LA Knight. Donc là il a le dessus, hein, il ressort fort donc du segment. On verra s'il y a quelque chose encore lors du dernier SmackDown ou si ce sera juste du vidéo package. Il y aura peut-être un petit peu des interactions du Heyman, du Jimmy Uso, etc. Mais bon, voilà, bon, on lui donne du momentum, on lui donne toute la lumière possible pour faire croire qu'il peut le faire, que son ascension est pratiquement unique en son genre et qu'il peut le faire, quoi. Maintenant, bon, on n'est pas dupe, je crois qu'il y a personne. Moi, je vois personne ici, là, parmi nous, parmi ceux qui m'écoutaient, ou même de votre entourage, en tout cas ceux qui s'intéressent au catch, qui peut croire que LA Knight va gagner. Enfin, là, faut pas rêver, il gagnera pas. Et on va se terminer ce pay-per-view avec de la hit, quoi. Donc victoire, voilà, parce qu'on n'a pas pu finir avec de la hit lors du dernier Fastlane en plus. Et on aurait pu le faire. Là, on va le faire, quoi. Et puis c'est Reigns, quoi. Donc quand il y a du Reigns, hein, il y a de la hit, hein, forcément. Victoire de Reigns. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est le in-ring. Hein, c'est un peu comme Solo Sikoa contre Cena. Les deux, voilà, c'est pas, ils brillent pas par leur work rate, on le sait. Ils ont même tendance à être un peu chiants dans le ring. Voilà, ils sont assez basiques. Ce sont pas de grands catcheurs. Ils peuvent compenser par du bon storytelling. Je pense ils vont y arriver. Ils arriveront, je pense, à nous raconter une bonne histoire. Mais là encore une fois, de l'overbooking, il va y en avoir. C'est obligé. Et à nouveau, pourquoi? Parce qu'il faut aussi déjà penser aux Wargames. Donc forcément, la Bloodline encore autour. Peut y avoir aussi encore du peut-être Cena, hein, puisque Cena il sera là, il sera présent, donc il sera peut-être présent aussi pour venir équilibrer les forces. Alors même si je le vois pas au Wargames, ça Cena, hein, mais il peut quand même peut-être essayer d'aider LA Knight en tout cas, et puis retrouver un peu tout le monde, peut-être, et finir avec une grosse brawl. Si ça se trouve, ça va se finir comme ça en fait. On va finir avec une énorme brawl avec des babyface et des heals de toutes parts, et là ça explose, et puis là voilà, on a compris quoi. On a compris que le Wargame s'était lancé quoi. Que Crown Jewel était déjà sur la fin et qu'on pensait déjà au pay-per-view suivant quoi. Voilà. Et puis bon, on a vu hein, avec Adam Pearce promu GM de Raw et Nick Aldis, c'était la surprise, promu GM de SmackDown, qui sont déjà un petit peu en tension. Bah oui, let the games begin, comme disait Adam Pearce à Aldis l'autre jour. Bah on a compris l'allusion, hein, tout le monde a compris. Hein. Voilà, les Wargames, on va la voir. Team Raw contre Team SmackDown, donc on verra comment ça va être fait, parce que est-ce que ça aura une équipe totalement heel contre une équipe totalement face? Parce que moi je le voyais plus comme ça, hein, je voyais plus la Bloodline et le Judgment Day ensemble pour affronter donc l'équipe de face dont je parlais tout à l'heure. Mais est-ce que Adam Pearce va proposer une équipe complètement heel? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y aura aussi des heals du côté d'Aldis, hein, ou est-ce que ça va être un peu brassé? Mais je pense, vu comme c'est construit, je pense que ce sera Team Bloodline Judgment Day face aux autres, quoi, aux victimes de tout ça, quoi, aux victimes de ces deux clans, quoi. Voilà, on le sent venir. Je pense que c'est ça qu'on va voir. Et, puisque le Wargames, on le sait il va avoir lieu. Hein. C'est Let the Game Begin, c'est clair et net. Hein. Bref, voilà, j'attends pas du grand in-ring. C'est pas le match que j'attends le plus en termes de qualité in-ring. L'histoire peut-être aussi, voilà, nous divertir, nous donner quelque chose. Mais ça va être un gros test hein, pour LA Knight. Hein, c'est surtout un match de Roman Reigns, hein, on les connaît, ils sont longs quoi. Ils sont longs et j'ai peur de m'ennuyer en fait. Les mises en route de Reigns sont toujours laborieuses. Et, et c'est pas un style bondissant, quoi, les Knights. Hein. C'est pas le gars, c'est pas comme on a pu voir avec, par exemple, avec Sami Zayn. C'est pas quelqu'un qui va dynamiser un peu un match, qui va te donner du frisson. Même si le public sera au rendez-vous, hein, le public, y a pas de problème. Hein. On sait que, voilà, on l'a vu en Arabie Saoudite, il est même plutôt bon enfant. Il sera là derrière, hein, il sera derrière LA Knight, mais c'est pas in-ring, c'est pas le gars qui va te faire des cabrioles, qui va t'impressionner quoi. Donc j'espère qu'on sera pas trop emmerdé dans ce match, qu'on va pas trop s'emmerder, que le match va pas être trop long non plus. Attention, hein, faut pas qu'on aille dans les 25-30 minutes. Ça va être, sinon on a vraiment le risque de s'ennuyer en fait. C'est ça qui me pose problème et qui me rend un peu inquiet. Donc faudra pas aller trop loin là-dedans, dans l'epicness. Juste faire ce qu'il faut. Un quart d'heure, ça peut suffire. Hein. Ça peut déjà faire le taf. Un quart d'heure. Pas
pas trop loin, pas 20 minutes, pas 25 quoi. Sinon ça serait c'est pas trop le genre, on l'a vu avec LA Knight, hein, faut pas que les matchs durent trop longtemps quoi. Sinon on s'ennuie. Voilà, donc on verra, il y aura de l'overbooking je pense. Mais voilà, défaite d'LA Knight qui sera, je pense, un élément potentiel pour le Wargames avec AJ Styles qui va revenir aussi, qui peut être aussi un intervenant surprise, hein, on sait jamais, hein, en Crown Jewel. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut faire son retour et aller s'en prendre à la Bloodline, hein, s'ils tentent aussi d'intervenir de leur côté, hein, on sait jamais, que ce soit dans ce match ou même le solo Cena. Hein. Ah oui, un solo Cena, c'est tout à fait aussi le moyen peut-être pour AJ Styles d'intervenir. Hein. Faut pas oublier, hein. Peut-être même Gallows et Anderson. Hein. Qu'on voit pas beaucoup aussi. Hein. Et ils sont aussi peut-être aussi des raisons de revenir pour s'en prendre à la Bloodline. Voilà, donc j'en ai fini avec les pronostics de Crown Jewel. On va passer tout de suite, pour finir cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés dans le mois écoulé. Hein, encore des choix difficiles à faire. Il y en a même eu un cette nuit, là, il y a quelques heures, qui était parfaitement éligible. Hein, mais bon, je l'ai pas indiqué parce que j'ai pas changé mon top 5 pour autant, mais parce que c'était vraiment tout frais. Mais oui, je pense le match entre Kenny Omega et MJF à collision aurait eu son mot à dire, je pense. Je suis sur un 4,15, 4,5, quelque chose comme ça. C'était un très bon match hein, qui a duré assez longtemps dans le main event de collision. L'exécution n'était pas top, mais il y avait du bon catch, de la bonne exécution. Globalement, il y a eu des petits loupés, mais on va dire que dans la proposition globale, c'était pas mal. L'intervention de Callis, mais bon, ça va, elle a pas duré trop longtemps. C'est une petite distraction qui n'a pas porté ses fruits, heureusement, et ça a permis quand même, mine de rien, à MJF de s'imposer clean, hein, clean sur le cleaner, sans jeu de mots, avec Sweet Seeker, voilà, très bon, et un Panama Sunrise, donc un petit clin d'œil aussi à Adam Cole, donc voilà, on raconte un peu aussi l'histoire, donc ça c'est bien, donc du bon catch, du bon storytelling, donc globalement vraiment une très belle proposition, un très bon main event de collision que je vous recommande, moi je suis autour de 4 écarts, 4,5, voilà, donc c'est un match qui aurait eu son mot à dire pour le top 5, si j'avais eu un peu plus de temps pour modifier ce top 5, donc je l'ai pas fait, mais ça méritait quand même une petite mention et un clin d'œil. Voilà, maintenant on va aller directement donc, dans ce top 5 et dans les choix que j'ai fait. On va passer au numéro 5 de ce classement, à savoir Adam Page contre Swerve. C'était à Wrestle Dream, le show du 1er octobre. 4 étoiles écart pour la note, hein, une affiche qui avait la particularité d'être inédite hein, et qui personnellement me donnait très envie et qui constituait l'un des matchs que j'attendais le plus de cette édition de Wrestle Dream. Hein. Le show ayant eu lieu à Seattle, hein, dans l'état de Washington, hein, d'où Swerve est originaire, bah forcément le public était assez largement derrière lui, hein, en dépit du fait qu'il soit heel, tandis que Page endossait pour l'occasion un rôle de heel assez inhabituel pour lui à l'AEW. C'est une version des rôles, hein, juste pour un soir, donné donc à ce match une atmosphère toute particulière, un match dont la narration va pas mal tourner autour d'une part le travail de Page pour aggraver la blessure à la main gauche de Swerve que Page avait provoqué hein, en lui écrasant son stylo dessus lors de la signature de contrat quelques jours plus tôt, et puis d'autre part en représailles un Swerve qui va lui plutôt s'attaquer au bras droit de Page, hein, ce qui pourrait alors rendre plus difficile la possibilité d'un buckshot lariat de la part de Page. Donc pas mal de moves spectaculaires hein, qui vont être portés, hein, les double stomp de Swerve hein, qui sont aériens et la foule qui embarquait très bien à chaque fois qu'il les portait. Page qui refroidissait la foule hein, à chaque moment de domination ou de contre, avec un dead eye hein, sur les escaliers d'acier particulièrement impressionnant que l'on peut noter. Le pétage de bras de Page de la part de Swerve va occasionner l'arrivée des médecins hein, et Swerve va tout de même continuer son assaut malgré leur présence. Page vendra d'ailleurs bien sa douleur au bras suite au buckshot lariat qu'il arrivera finalement à porter. On finit sur un peu d'overbooking avec Prince Nana qui aura eu son rôle à jouer dans la décision finale. Un très solide match hein, qui ne m'aura pas déçu personnellement, avec une ambiance folle. Je déplorais essentiellement le manque d'approfondissement du travail au bras de Page de la part de Swerve hein, qui aura pas mal tardé avant d'être entrepris, c'est dommage. En tout cas, pour une première confrontation entre les deux hommes, le résultat fut assez convaincant et donne même envie de voir un rematch, hein, et ça semble bien parti d'ailleurs pour Full Gear, hein, on verra bien. 4 étoiles écart en tout cas pour l'un des meilleurs matchs de Wrestle Dream à mon humble avis. On passe maintenant au numéro 4 de ce classement, il s'agit de Tomohiro Ishii contre Shingo Takagi, c'était à Royal Quest 3. C'était le 14 octobre, hein. Donc c'était un show de la New Japan hein, qui avait lieu à Londres, un vrai classique hein, de la New Japan hein, entre deux lutteurs qui se connaissent parfaitement. C'était la 7e fois qu'ils s'affrontaient.
Ishii n'ayant battu Takagi qu'une seule fois, hein, en tout et pour tout. Et dans ce match, on a eu exactement ce qu'on était en droit d'attendre, hein, à savoir un véritable slugfest, une véritable bagarre de bonhomme en bonne et due forme, hein, prêt à aller à la guerre, hein, jusqu'à la mort. Lariat, coup de boule, souplex, manchette, atemi, tout y passe, hein, pour faire mal à son adversaire. Le match est construit très classiquement, avec une montée progressive en intensité et en suspense. Quelques nocelles, hein, sont savamment placés, avec aussi un kick-out à 1 de la part de chacun des lutteurs, hein, histoire de faire popper la foule. Personne n'arrive à immobiliser son adversaire jusqu'à 3 et on se demande comment ça va bien pouvoir finir. Il faudra placer à nouveau son finisher pour en finir une bonne fois pour toutes, hein, et venir conclure un excellent match de 21 minutes à l'issue duquel le public fera une standing ovation, hein, rien que ça. Quelques coups de boule et une dernière manchette post-match viendront clore les débats définitivement, histoire de montrer que la rivalité entre les deux hommes ne sera jamais vraiment terminée. Tamatonga, hein, le champion Never Openweight, viendra ensuite challenger d'ailleurs le vainqueur de ce match pour son propre titre à Las Vegas pour Fighting Spirit Unleashed, hein, qui a d'ailleurs juste eu lieu cette nuit. Bref, un excellent co-main event de Royal Quest 3, hautement recommandé, hein, loin d'être original, mais qui reste bougrement efficace, surtout si vous aimez les matchs de bagarreurs. 4,5 donc pour ce match. On passe maintenant au numéro 3 de ces classements, il s'agit de Zack Sabre Jr. contre Will Ospreay. C'était à nouveau à Royal Quest 3, donc à nouveau donc le 14 octobre à Londres. 4 étoiles 75 pour la note. Ce match comptait pour le titre IWGP, United States Heavyweight Championship, détenu par Will Ospreay, hein, ou United Kingdom Heavyweight Championship, hein, selon Ospreay. C'était le main event, hein, donc de Royal Quest 3 à Londres, donc juste après le Ishii Takagi, donc entre les deux meilleurs catcheurs anglais actuels, hein, qui sont en rivalité depuis très longtemps. Un match hautement symbolique donc entre les deux, qui se connaissent donc en effet très bien. C'est déjà la 14e fois qu'ils s'affrontent, hein. Zack Sabre Jr. dominant les débats d'ailleurs avec 8 victoires à 5 dans des matchs ayant eu lieu aussi bien à la New Japan qu'à la Rev Pro, la PWG, la Evolve, la Progress, l'IPW UK que la VXV, hein, donc on a eu quand même pas mal de promotions différentes. Le public est évidemment hyper investi pour ce main event. Le public chante le thème d'Ospreay qui arrive sur le ring, hein, tel la véritable star qu'il est. Zack Sabre Jr. en grand technicien qu'il est va pas mal travailler le bras droit d'Ospreay, hein, ce qui forcément rendra plus difficile pour lui d'appliquer son Hidden Blade ou bien son Stormbreaker. Évidemment, quand on a deux hommes qui se connaissent aussi bien, l'alchimie est totale, hein, et cela se voit aisément. Un high flyer contre un technicien, deux styles différents mais qui se marient à merveille. Zack Sabre Jr. réussissant souvent à contrer un Ospreay en plein vol avec une prise de soumission. La fluidité des moves est impressionnante. Les phases de transition de Zack Sabre Jr. sont folles et Ospreay toujours aussi époustouflant, athlétiquement parlant. Certains near falls sont inattendus, le public est fou et encore de l'énergie à revendre, hein, malgré les presque 4 heures de show. On se demande qui va plier, hein, dans cette bataille d'Angleterre à couteau tiré. C'est un finisher porté pour la seconde fois qui viendra finalement mettre un terme à ce combat de très haute volée. Un banger de plus, hein, d'ailleurs, à ajouter à la longue collection des matchs de Will Ospreay cette année. Il est de très loin le meilleur catcheur de la planète et le meilleur en 2023, cela ne fait aucun doute. Très belle marque de respect entre les deux compatriotes après le match, hein, le perdant embrassant carrément le front du vainqueur. Voilà une belle façon de conclure cette édition de Royal Quest 3 qui avait surtout qui valait surtout pour ces deux derniers matchs, hein, de très très haut niveau que je vous recommande chaudement. Donc 4 étoiles 75, c'est quand même très très élevé. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement, il s'agit de Bryan Danielson contre à nouveau Zack Sabre Jr. C'était à Wrestle Dream le 1er octobre, donc j'ai déjà parlé tout à l'heure de ce show avec le page Swerve. Et bien encore un grand match dans ce show, hein, 4 étoiles 75. On retrouve donc à nouveau Zack Sabre Jr. hein, pour ce véritable dream match attendu par les fans depuis de très nombreuses années, hein, puisque la dernière fois qu'on avait vu ces deux-là s'affronter, c'était quand même en 2009 à la VXV, hein, il y a donc 14 ans de cela, une éternité. On a affaire ici aux deux meilleurs techniciens de la planète, hein, il était grand temps de savoir une bonne fois pour toutes qui était le meilleur d'entre eux, hein. À noter aussi que Jon Moxley était présent aux commentaires de ce match, hein, pour supporter Danielson, tandis que Nigel McGuinness de son côté sera davantage là pour dénigrer Danielson et soutenir son compatriote Zack Sabre Jr. Ce match nous a offert tout ce qu'on était en droit d'attendre de la part de ces deux techniciens, à savoir un travail remarquable sur une partie du corps de son adversaire, la jambe gauche de Zack Sabre Jr. d'un côté et le bras droit
droit de Danielson de l'autre, hein, ce même bras droit que Danielson s'était fracturé lors de son combat face à Okada à Forbidden Door. Donc une véritable masterclass hein, de mat wrestling offerte par ces deux génies du ring, des soumissions ciselées, hein, portées avec une fluidité extraordinaire, une succession de prises et de contre-prises portées à la vitesse de l'éclair, un match vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, en particulier dans le catch américain, mais tellement qualitatif que c'était un vrai plaisir de les regarder, s'épuiser pendant les 23 minutes qu'auront duré ce combat. Il faudra 2 fois le même finisher porté consécutivement pour en terminer avec ce combat de haute volée. Ce sera le seul reproche que je ferai à ce match, car ce finish m'avait semblé quelque peu abrupt, mais très franchement, voilà, cela ne change rien au fait qu'il faut voir ce match, car il est déjà rare de pouvoir avoir un match entre ces deux hommes, et dans un style si particulier, et qui détonne totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc 4 étoiles 75 pour ce petit bijou, hein, qui était vraiment de loin mon match préféré de ce Wrestle Dream 2023. Et on termine avec le numéro 1, donc le match que j'ai préféré ces 4 dernières semaines. Il s'agit de Mike Bailey contre Will Ospreay à Bound for Glory, donc un show d'impact qui a eu lieu la semaine dernière, le 21 octobre. La note 4 étoiles 75. À nouveau, l'insatiable Will Ospreay, donc présent dans ce top 5, avec ce véritable dream match offert par Impact Wrestling, futur TNA, hein, on le sait. Donc ce dream match offert par Impact à ses fans, hein, donc pour son pay-per-view le plus important de l'année, donc à savoir Bound for Glory. Dream match certes, mais pas le premier hein, entre les deux hommes hein, qui s'étaient déjà affrontés à 4 fois auparavant, hein, pour 3 victoires d'Ospreay contre une seule pour Bailey. C'était clairement le match que j'attendais le plus de ce pay-per-view et il était déjà quasiment acquis que ce match finirait dans mon top 5 hein, ce mois-ci. Un match véritablement à couper le souffle entre deux des meilleurs catcheurs de la planète. Les deux sont aussi flamboyants l'un que l'autre. Les manœuvres sont à haut risque, avec notamment un Husk-Cutter porté par Ospreay sur l'éperon du ring et un Meteor Rain porté par Bailey, hein, à savoir un avalanche Fisherman Buster, très impressionnant. Très belle séquence également avec plusieurs échanges de kicks qui étaient folles aussi cette séquence. Tous les moves signature y passent, hein, l'Ultima Weapon, l'Hidden Blade, l'Husk-Cutter et le Storm Driver 93, hein, toujours spectaculaire, sans oublier un double hommage d'Ospreay à AJ Styles avec le Phenomenal Forearm et le Styles Clash. Ospreay aura davantage œuvré en heel hein, dans ce match en se montrant assez arrogant par moments avec son adversaire, indécrottable babyface, hein, vaillant et qui ne renonce jamais hein, en la personne de Mike Bailey. Il faudra pas moins de 2 moves signature et un finisher pour venir achever son adversaire pour de bon et décrocher les applaudissements nourris et mérités de la part du public de Chicago. Inutile de vous dire qu'il faut aller voir ce match à tout prix, ça ne vous étonnera pas, hein, c'est le match de l'année du côté d'Impact Wrestling, ça il n'y a pas de doute possible. Un nouveau banger, hein, signé Will Ospreay, absolument inarrêtable cette année. Vous regardez le ciel, vous verrez Will Ospreay, vous regardez les arbres, vous y verrez tous les autres. 4 étoiles 75 pour ce banger absolu. Voilà donc pour la fin de ce top 5 et donc la fin de ce 22e numéro de Morceau Catch. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous écouterez cette vidéo au plus grand nombre, que vous la likerez et que vous partagerez, vous vous abonnerez à ma chaîne hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre fidélité. Je sais que la vidéo a été un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé sur Crown Jewel. La prochaine vidéo, ce sera la review de Crown Jewel. Hein, je vais la faire normalement le 5. Je pense 5 novembre, dimanche prochain, ou au pire le lundi 6 novembre, hein, ça va être dans ces eaux-là. On reviendra donc sur ce qui s'est passé et sur les retombées donc de ce pay-per-view et puis déjà la course qui sera lancée vers les Survivor Series et donc le War Games. En tout cas, voilà, il y aura pas mal de choses à dire. Passez un bon pay-per-view, hein, donc c'est pas tard pour nous, hein, 19h, je le rappelle, 19h heure française, 18h pour le kick-off. Ce sera sûrement surtout du blabla hein, à 18h, mais le vrai show, ce sera 19h, donc un super horaire pour nous les Français. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, très bonne semaine à vous. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.